Bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, j'accueille Alain Pénoël donc sur la chaîne Gaïa Méditation pour une petite vidéo ou peut-être un peu plus longue. On va voir la durée de cet échange. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de ce genre. On a pensé faire un nouveau format, présenter un nouveau format à tous les abonnés et on espère que vous allez apprécier. Donc aujourd'hui, on accueille Alain Pénoël, une personne qui expérimente depuis quelques années la sortie du corps, le rêve lucide, qu'il a beaucoup plus expérimenté pendant la jeunesse. Et on s'est dit qu'on allait l'inviter sur la chaîne pour toutes les personnes qui suivent toute la série sur la sortie du corps, le rêve lucide. Bonjour Alain. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour toutes les personnes qui te découvrent? Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui doivent pas me connaître, même si je suis passé sur Immédiat avec Laurent Fent il y a quelques semaines, et puis aussi sur IDFM avec Joël Vérin au mois d'octobre. Et voilà, j'ai vécu des expériences effectivement depuis surtout l'âge de 21 ans. Et j'ai pris en note pendant une vingtaine d'années ces expériences, et heureusement, parce que ça m'a donné des traces au moment où j'ai commencé à témoigner disons, plus publiquement à partir de 2017, parce que j'ai obtenu 3 preuves, enfin je mets des guillemets à preuve, évidemment on convaincra que les personnes qui sont assez ouvertes pour ça, mais voilà, pour moi ça a été quand même très fort, et je me suis dit c'est peut-être pas seulement pour moi, et voilà, j'ai créé un blog Facebook, et puis aussi un certain nombre de vidéos où j'ai commencé un petit peu à témoigner. Mais en fait j'avais déjà témoigné. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert. D'ailleurs, c'est comme ça via le blog Facebook et puis via les quelques vidéos, effectivement, qu'on a pu commencer à échanger. Et c'est vrai donc que j'ai trouvé que c'était très courageux de ta part de parler de tous ces sujets à l'époque. Je sais pas si tu peux dire ton âge pour les gens qui ne regardent pas. Ben, je viens d'avoir 72 ans. Ouais, 72 ans, voilà. Donc tu en as parlé, tu avais quel âge? Eh ben, ça fait une cinquantaine d'années. Hein. Je vais en dire quelques mots, mais je voudrais d'abord. Je sais bien que en ce moment, si ceux qui regardent notre vidéo la regardent dans les prochains jours, je voudrais préciser quand même qu'on est le 24 mars 2020, que ça va faire que quelques heures, ça va faire la deuxième semaine qui vient de commencer. Nous venons de passer une semaine de confinement. Et bon, ce confinement est en train encore de s'accentuer. Heureusement pour moi, 1 kilomètre et puis 1 heure par jour, ben ça me suffit, ça me permet de faire un peu mon jogging. Mais je voulais quand même dire que il y a 2 attitudes deux écueils, quoi. C'est la peur excessive qui peut entraîner vraiment à des mouvements de panique, et notamment avec en ce moment la chloroquine qui risque, si des personnes, il y a 40 000 personnes qui ont le lupus et qui ont besoin de ça en France, par exemple, et il faut pas que des personnes qui n'en auraient pas besoin se précipitent chez leur médecin pour obtenir une ordonnance. Il y a un juste équilibre à trouver entre cet état de peur, de crainte qui est normal, hein, mais et puis d'autres personnes, alors surtout dans les milieux spiritualistes et religieux, parfois même un peu, je dirais, extrémistes, qui vont jusqu'à braver l'interdiction du confinement en se disant que ça peut pas leur arriver parce qu'ils sont protégés par leur religion. Ouais. Voilà. Et ça aussi, je pense que c'est un écueil, parce que pour ceux justement qui sont dans la religion chrétienne, il y a dans la Bible la tentation du Christ, une des tentations. Le tentateur l'emmène en haut du temple et lui dit si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple et les anges te protégeront. Et Jésus répond, une parole d'ailleurs de l'Ancien Testament: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et je crois que ça, il faudrait que les spiritualistes et les religieux aient bien conscience que il y a un discernement à faire. Exactement. Alors, je voudrais aussi, j'ai fait un petit post dimanche sur sur cette question-là, en disant que j'hésitais un petit peu parce que j'ai trouvé un certain nombre de chiffres de mortalité, et je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Il y a actuellement 27 000, j'ai noté d'ailleurs 25 000 personnes qui meurent de pollution par jour. Ah oui, c'est énorme. En ce moment, au coronavirus, on est à 15 000 au total dans le monde entier depuis le début.
Donc, faut mettre ces deux chiffres en parallèle. La pollution, donc, c'est 25 000. Les morts, hélas, par la faim, enfin, par manque de nutrition, c'est 25 000 aussi. Mais d'un autre côté, il faut se rendre compte aussi que cette épidémie, il y a quand même une contagion assez importante, même si la létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité n'est pas, par rapport aux personnes malades, n'est pas énorme, Dieu merci, et que ça touche pas les plus jeunes. Ça, vraiment, je remercie le ciel pour ça. C'est sûr, il faut que cet épisode puisse servir à la prise de conscience que bien souvent on est dans notre petit confort et on imagine que rien ne peut nous arriver, on continue sur des rails et c'est vrai que ça peut, je pense que ça va permettre à chacun d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur ce qui se passe dans le monde parce que bien sûr, comme tu l'as signalé, il y a des gens qui sont dans la difficulté au quotidien et aujourd'hui c'est bien de se rappeler qu'on n'est pas intouchable et que ça peut nous arriver aussi. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile à vivre pour tout le monde. Il n'y aura pas de retour, à mon avis, en arrière complètement. Ça va permettre un saut dans la conscience humaine. Et moi, je crois qu'il n'y a pas que du négatif dans cette expérience. Et j'en profite aussi pour dire que ce que j'admire, là, ce que j'ai ce matin dans ma promenade, c'est de ne plus avoir toutes ces traînées de condensation des avions. Ce que certains conspirationnistes appellent les chemtrails. Bon, moi, je me prononce pas trop là-dessus. Il y a toute une discussion. Mais en tous les cas, c'est tellement agréable d'avoir ce ciel pur. Bon, c'est un des petits avantages de la situation actuelle. Et je sais pas si c'est pareil de ton côté, mais j'ai remarqué que les oiseaux chantent beaucoup plus, ou alors on les entend beaucoup plus. Et oui, on respire, on le sent, surtout en région parisienne, on sent qu'on respire. Bon, il n'y a pas que des inconvénients à la situation. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, Alain, est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter? Tu m'avais parlé d'une expérience que tu avais vécue qui était en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Oui, peut-être en lien. Hein. Ben voilà, ça fait plus de 40 ans que j'attends, puisque c'est en 1976, le 1er octobre. Il faut dire que depuis 1969, j'avais ces expériences vraiment conscientes de sortir du corps et des choses très fortes. Et en 76, j'ai eu cette expérience et je notais depuis 74 jusqu'aux début des années 2000, j'ai noté toutes des choses vraiment marquantes de sortir du corps. Et donc là, je voulais présenter avec mon écriture de l'époque, pas très jolie, voilà ce que j'avais noté qui m'a permis, mais en fait c'est très frais dans ma mémoire parce que c'est une expérience, j'ai l'impression que je l'ai vécue hier. Donc vous voyez, je prenais en note au réveil, donc j'ai marqué que c'était le 1er octobre à 6 heures du matin, je me suis réveillé et je suis revenu de cette expérience et j'ai noté. Alors ça a démarré comme un rêve au départ, et souvent c'était comme ça. D'ailleurs, il y a eu parfois des états vibratoires et des choses très fortes, mais parfois c'était un rêve et tout d'un coup, hop, je réalise, et là je me trouve pratiquement en sortir du corps, et je me trouve au-dessus de la mer, enfin surface aqueuse, et je demande pourquoi. Alors là, je me le demande encore, mais je demande à aller en 2023. Mais j'ai tellement confiance d'être dans mon corps, comme si c'était, enfin, je sais que mon corps est endormi dans mon lit, j'ai bien conscience, mais je dis, il faudrait pas que j'apparaisse à un endroit en 2023 où il y aurait un immeuble ou quelque chose, quoi. Bien sûr. Voilà. Et je suis descendu très, très lentement, comme sur une île, et ce qui m'a frappé sur le coup, et je le mentionne, alors j'ai parlé de patinettes à moteur. Oui. Bon, j'ai pas dit électrique, évidemment. Des enfants jouaient avec des patinettes à moteur. À l'époque 76, ça existait. J'ai été voir, ça existait, mais moi je savais pas du tout que ça pouvait exister déjà. Et puis c'était pas connu. Je veux dire, quand on voit l'accentuation depuis quelques années de ces véhicules, les trottinettes qui ne sont pas toujours faciles en ville, eh bien, ça me frappe. Évidemment, je me suis toujours demandé quel était le sens de ce rêve. Ensuite, je me suis approché d'espèces de petites maisonnettes, mais enfin très modestes, et c'était en terre battue. Je suis rentré dans une d'elles, deux personnes m'ont accueilli, un homme et une femme, qui étaient nés en 1948. Je leur ai demandé leur âge, et c'était mon âge. Et je vois ces personnes, moi qui avais 20 et quelques années, enfin je les trouvais très vieilles, bien ridées. Le monsieur est arrivé après, bien baraqué, mais enfin forcément à 75 ans. Et voilà, j'ai vu, c'était en terre battue.
le sol en terre battue, très modeste. Il y avait comme de la végétation qui poussait sur les meubles, sur les murs. Bon, il y avait 2 machines rouillées d'un côté. Et voilà, ils ont dit qu'ils en étaient revenus de l'opulence du XXe siècle et qu'ils revenaient à une forme beaucoup plus simple de vie. Ça m'avait vraiment frappé, quoi. Voilà. Et puis après, je suis revenu dans mon corps et puis j'ai pris tout de suite en note. Voilà. Alors bien sûr, tu as pris toutes ces notes, mais tu en parles comme si c'était encore assez frais dans ta mémoire. Est-ce que le souvenir s'est un peu à peu estompé ou est-ce que toutes les images sont encore aussi neuves dans ta tête ? Pour celui-là et pour quelques autres dont on va parler, c'est arrivé hier, quoi. Et alors je me demandais pourquoi 2023. Bon, je me le demande encore un peu, mais un petit peu moins depuis tout ce qu'on vit, parce que je pense qu'on va vivre un changement pratiquement de civilisation. On va comprendre que la croissance à tout crin, eh ben, c'est pas la solution, qu'on peut vivre bien mieux justement en restreignant un petit peu ses besoins. Il va y avoir un saut dans la conscience humaine. Moi, je pense que pas globalement, évidemment, il y aura, chacun évoluera comme il l'entend, mais je le vois de plus en plus. Il y a des gens qui basculent dans des expériences justement de sortir du corps et qui complètement changent leur paradigme, quoi. Bien souvent, il y a un avant et un après, quoi. Voilà, c'est un petit coup de pouce que je veux donner. Il ne s'agit pas de vouloir absolument sortir de son corps pour expérimenter. C'est vrai que c'est une voie extraordinaire. Cet état vibratoire, il se trouve que je l'ai encore vécu cette nuit. Tu t'en doutes pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé consciemment. Et là, l'état vibratoire, je restais calme. Je dis non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est une joie extraordinaire, mais faut pas que ça devienne une drogue, quoi. Faut pas que ça devienne un besoin. Les gens qui vivent des EMI, expériences de mort imminente, eh ben, eux, ils le vivent une fois, heureusement d'ailleurs, dans leur vie, ou peut-être parfois deux fois, mais pas plus. Et ça les nourrit toute leur vie. Et exactement. Par contre, ceux qui vivent des expériences hors du corps, on dirait qu'ils voudraient avoir ça tous les 3 jours, toutes les semaines. Prendre ça comme des cadeaux. Pour toutes les personnes qui nous regardent, tu peux éventuellement expliquer la différence entre l'EMI et la sortie hors du corps dont on parle, la sortie. Alors, il se trouve que j'ai bien expliqué. Ceux qui voudront pourront regarder dans l'émission de Joël Vérin. J'ai bien expliqué ces différences. L'expérience de mort imminente. On est dans un état qui est forcément difficile au niveau physique, qui fait que la conscience passe dans les véhicules supérieurs. Et bon, ça, je savais pas ces choses-là quand j'ai vécu ça pour la première fois. Hein. Et donc, la première étape, c'est qu'ils voient leur corps. Ils sont dans une salle souvent d'opération, par exemple, ou parfois chez eux, si ça leur arrive chez eux, et ils voient leur corps, mais ils éprouvent pas de grande anxiété. Ils sont sereins et même libérés de leur douleur. Et souvent, ils ont des contacts aussi. Ils voient par exemple le chirurgien, ce qu'il est en train de faire, les infirmières, ce qu'ils sont en train de dire, même leurs pensées. Ils peuvent même voir ce qu'ils y pensent, des personnes de leur famille qui sont loin de là et vérifier après que c'était juste. Il y a des milliers, presque des millions maintenant de témoignages. Et ce qui se passe, sont recensés par Dr Jean-Jacques Charbonnier, d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas en France. Ah oui, et Ben Alexander, je crois que je conseille vraiment aussi ses livres. Il y en a un tas d'autres, évidemment. Et ensuite, il passe dans un autre plan de conscience, et là, il parle de la lumière, de l'amour inconditionnel, etc. Enfin, je veux pas rentrer. Je pense que pratiquement tous vos auditeurs connaissent ça. Mais ceux qui vivent des OBE, expérience en anglais, OBE ou SHC, sortie hors du corps, finalement, il se pose toujours ce problème entre le rêve lucide et la sortie hors du corps. Et puis même certains vont jusqu'à dire, alors je voudrais dire pour moi, sortie hors du corps et rêve lucide, il n'y a pas c'est une question de niveau de conscience, d'état de conscience. Mais on passe de toute façon dans un certain plan qu'on peut appeler l'astral ou qu'on peut appeler le monde émotionnel. Et voilà. Et alors les gens sont embêtés parce que c'est pas tout à fait comme sur Terre. C'est légèrement différent et parfois très différent parce que il y a différents corps, mais je veux pas rentrer trop dans c'est sur des choses. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle le corps éthérique, et il y a une partie du corps éthérique quand il s'extrait, notamment dans les EMI, qui fait qu'on est vraiment dans le monde réel. On reste, parce que ce corps-là, il est encore
matériel entre guillemets. Évidemment, ce sont des éthers, ce sont plus des atomes, mais c'est encore du monde matériel. Alors que quand on passe en sortir du corps, souvent, on passe directement dans le corps émotionnel ou dans le corps donc astral, et là on est dans une réalité, mais c'est une réalité qui est parallèle. J'essaierai de parler un peu de ces dimensions, quatrième dimension tout à l'heure. On peut parler de différence de plan vibratoire en quelque voilà, sorte. Exactement. C'est un peu comme si lors d'une EMI, comme si on était réglé sur entre deux stations radio et qu'on captait un petit peu les deux programmes. Voilà. Si je comprends bien. Il m'est même arrivé parfois de me promener dans l'autre corps, dans le plan astral, et en même temps d'être consciente de mon corps. Oui. Ça, c'est assez étonnant comme expérience, mais ça m'est arrivé quelquefois. Tu nous as parlé donc de ton expérience de 1976, c'est ça à peu près 1900... Alors celle-ci, oui, c'était 1976. 1976. Mais est-ce que déjà, est-ce que tu connaissais déjà, tu avais déjà entendu parler du phénomène de la sortie du corps, ou est-ce que comme ça, tu te rappelles d'avoir déjà vécu des expériences dissociatives sans avoir entendu parler du concept? Peut-être que tu pensais que c'était des rêves assez forts. Je sais pas. Oui, oui. En fait, ça j'en ai parlé dans l'émission de Laurent Fenn. J'ai le souvenir, ça très très net, à 5 ans d'avoir vécu un rêve lucide très fort qui m'a permis de sortir d'une situation de cauchemar. Mais là, je veux pas reprendre. Ceux qui veulent pourront voir ça. On va visionner la vidéo. Prochaine. Là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il m'est revenu en tête, en mémoire, il n'y a pas si longtemps, qu'à 18 ans, je me suis retrouvé une nuit. J'ai eu la sensation que le plafond était tout près de moi, à quelques centimètres de mon corps, allongé à l'horizontale, mais bien au-dessus de mon corps physique. Et évidemment, je n'avais aucune religion, aucune base, personne n'avait parlé de toutes ces choses-là. Pour moi, c'était la science, qui allait répondre toutes les questions à l'époque. Et j'étais dans une voie scientifique. Et donc, je me suis retrouvé dans cette expérience et retombé dans mon corps. J'ai eu conscience. Et puis j'ai rejeté parce que j'avais pas le modèle, la représentation pour l'accepter. Ensuite, en 1967, j'ai fait, là c'était un rêve, enfin bon, je mets quand même des guillemets parce que c'était très fort, où en mars 67, j'apprends par téléphone, donc dans ce rêve, la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère avait à l'époque 69 ans, j'avais un lien extrêmement fort avec elle. Je sais pas, tu peux peut-être montrer quelques minutes à l'écran. Avec elle en 1954. Voilà. Pour moi, il y avait mes parents, c'était la nourriture usuelle, et puis elle, c'était la gourmandise, parce qu'elle était tellement charmante et extraordinaire. Et donc, apprendre ça, encore 69 ans, elle était couturière dans un bain de vapeur, et donc j'ai pu lui téléphoner parce qu'elle n'avait pas le téléphone chez elle, mais ça m'a inquiété ce rêve, même si je croyais pas toutes ces choses-là. Et bon, elle me dit non, ça va bien. Alors je vais pas tout raconter là, mais je vais juste dire que c'est effectivement par téléphone que j'ai appris sa mort. J'ai appris la mort de ma grand-mère 3 mois plus tard, au mois de juin, le 4 juin, et ça a été pour moi un très grand déchirement. Mais le lendemain, je me suis réveillé et une joie extraordinaire est descendue sur moi, et ma grand-mère est vivante. Bon, ça m'a paru évidemment du délire. Je veux dire, c'était très fort et en même temps je l'acceptais pas. J'avais pas le modèle pour pouvoir l'accepter. Mais ça a été quand même un premier signe, une première ouverture. Et ensuite, quelques jours après, j'ai fait ce rêve d'un immense cheval blanc qu'on emmenait à l'abattoir. On le tirait par le collet, il se dressait sur ses pattes arrière, et je suppliais et je pleurais, et j'ai dit je ne mangerai plus de viande. Je suis devenu végétarien à partir de mes 19 ans et demi, ça va faire 53 ans. Mon frère était déjà végétarien depuis l'âge de 13 ans, lui. Il écrivait partout NCUS, notre civilisation un suicide. Il était assez en avance. Très en avance même. Hein. Ouais. Moi, ça fait 5 ans seulement que... pour moi, c'est déjà quelque chose que je suis végétarien. Mais c'est vrai que j'imagine qu'à cette époque-là, c'était pas ultra courant. Mon frère avait préparé le terrain. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu de plus en plus me purifier. Et au point où
employé une méthode qui s'appelle la méthode Shelton. C'était une méthode qu'on appelle l'hygiénisme. Je m'étais trompé avec Laurent. En fait, j'avais parlé de naturopathie, mais non, c'était l'hygiénisme de Shelton. Donc, je l'avais appliqué très scrupuleusement. Alors, j'ai gardé de lui simplement de séparer personnellement. Hein, je me prends pas de dessert sucré, je mélange pas le sucré. Le sucré, je le prends en dehors des repas, et les repas, je mélange pas. Pour moi, j'ai fait ça pour me purifier physiquement. Bon, parfois, les personnes font des jeûnes dans des buts d'expérimentation spirituelle. Je le conseille pas non plus complètement. Il vaut mieux avoir une nourriture saine et bien réglée. Enfin, bon, là, moi, la reprise que j'ai faite, c'était dans un centre pourtant avec un Sheltonien, enfin, t'es encadré. Ouais, pourtant, oui, mais d'abord, il voulait que je continue plus de 8 jours. Moi, j'ai senti que je pouvais plus. Et puis, j'ai repris avec 2 poires. Alors, tu en parles de ça, de se faire une indigestion pour faire une sortie hors du corps. Bon, oui. C'est vrai que je conseille pas cette méthode quand même, parce qu'elle n'est pas des plus évoluées, c'est plus lumineuse. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvé éjecté de mon corps. Et donc, ça a été très pénible parce que je comprenais pas ce que je vivais et avec du mal je savais pas ce que je pouvais faire. J'étais dans la pièce et il y a eu quand même là, c'était pas le truc lumineux, hein, c'était une anxiété. Bon, et à partir de là, il y a eu un basculement de ma conscience. Enfin, j'ai compris que tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que je croyais, le monde c'était pas ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et je suis revenu chez moi et chez moi. Je dormais, bon, alors j'étais déjà marié, parce que j'avais réussi un concours qu'on appelle les IPES. D'ailleurs, j'étais pas bon en maths, en terminale, j'ai eu que 8 en maths. Après, j'ai quand même pu faire juste. Heureusement qu'il y avait la physique qui me rattrapait un peu. J'ai fait maths sup, j'ai fait maths p, mais à maths p, j'étais à 5 de moyenne, c'était très très dur. Mais je disais, j'attends le déclic, je travaillais. Hein. Et à la mort de ma grand-mère, il s'est passé quelque chose. J'ai été reçu aux IPES 19e alors que j'avais du mal en maths, mais là, j'ai fait toutes les épreuves. Sur combien sur Oh, il y avait plusieurs centaines quand même. Wow. Et donc, il y a eu un déclic et là, bon, les maths sont devenus vraiment ma passion et voilà. Donc oui, tu sors de 8 jours de jeûne et à la sortie du jeûne, donc tu manges 2 poires. Suite à la petite indigestion que tu ressens pendant la nuit, donc voilà, d'après ta description, tu sors de ton corps, tu te retrouves dans la chambre et avec une certaine anxiété. Bon, effectivement, donc c'était, si je comprends bien, donc la première sortie vraiment consciente que tu vivais, et puis avec cette peur de l'inconnu, en gros, c'était l'inconnu qui te faisait peur, hein. Ah oui, je n'ai pas pensé que j'étais mort, mais enfin, c'était très 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 bizarre. Ouais. Mais quand je suis revenu chez moi, bon, j'avais fait peur. D'ailleurs, ce jeûne à ma femme, à ma mère, enfin, et voilà. Et quand je suis revenu, ça a été difficile au niveau alimentaire. Je suis tombé dans l'anorexie, d'ailleurs, à un moment donné. Ouais, ça a été très 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 limite, hein. Mais là, j'étais donc chez moi. On dormait dans le même lit avec mon épouse, et puis ça, c'est comme si on se collait l'un à l'autre, et c'est comme si elle avait une énergie qui passait de sa colonne vertébrale vers la mienne. D'accord. Et hop, je me retrouvais dans la pièce. Et ma femme, le matin, elle disait « Ah, qu'est-ce que je suis fatigué, mais je comprends pas pourquoi je suis fatigué. » Alors, ça me gênait. Et d'ailleurs, dès qu'on a pu, en 1973, on s'est mis en lit jumeau, ce qui m'a pas empêché de continuer de faire des sorties d'ailleurs. Oui. Mais là, je crois que je captais son énergie sans le vouloir. Hein. Et alors, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans cette pièce? J'étais là, avec un corps vraiment au point où j'avais une petite blessure au tibia, et ben je me suis baissé, j'ai touché le tibia et j'ai ressenti la blessure parce qu'on reproduit sur l'autre corps, ce qu'on a sur ce corps si on y pense. Et voilà. Et puis il se trouve qu'à un moment donné, après plusieurs expériences comme ça où je me demandais ce que je faisais, je me suis retrouvé. Alors ça a été d'abord un rêve là. Je nettoyais un appareil de jus de fruits et voilà, comme une sorte de purification. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé au niveau du plafond. Et puis, bon, je sais bien que ça va faire paraître un peu bizarre à certaines personnes, mais j'ai eu des présences autour de moi. Des présences d'hommes assez âgés, enfin, peut-être la cinquantaine, je sais pas, je me suis représenté comme ça, qui me secouaient. Je passais de main en main, mais très jeune. J'ai pas eu peur, j'ai été neutre.
ça a été vraiment sans. Bon, j'attendais passivement et tout d'un coup, j'ai entendu un ah collectif de satisfaction. Ces personnes qui disaient ah et j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une espèce de puits. Alors les EMistes ils parlent de tunnel plutôt à l'horizontale. Moi c'était à la verticale. Je montais très lentement dans ce tunnel et alors c'est curieux, ça a peut-être duré 10 secondes et en même temps j'étais hors du temps. D'accord. C'était un endroit que je connaissais, calme, paisible, ouaté, c'était blanchâtre, chaleureux, et oui, j'avais l'impression d'être comme dans du coton et de monter dans ce canal. Alors tu peux peut-être montrer à l'écran la représentation que j'en ai faite maintenant, hein, récemment. Oui. À l'époque, j'en étais pas là. Voilà. Intermédiaire et monde spirituel. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que ces tunnels, et y compris le tunnel des EMistes, est une façon de ne pas passer par ce qu'on appelle le bas astral, parce qu'il faut savoir que tout n'est pas rose dans l'autre monde et qu'il faut faire quand même assez attention. Et donc, je pense que ça m'a permis de monter sur un plan de lumière. Et donc, je suis arrivé et j'ai reconnu la place Notre-Dame de Paris, mais beaucoup plus étroite, avec des petites baraques sur le côté, pour moi, quand j'ai vu Notre-Dame, c'était sur le côté gauche. Je me rappelle comme si c'était hier, mais je me suis pas trop attardé. C'est seulement après après l'expérience, que j'ai senti que c'est comme si c'était Notre-Dame au Moyen-Âge. Mais je n'ai fait aucune recherche là-dessus. Je n'avais pas regardé le film sur Notre-Dame de Paris. J'avais jamais lu Victor Hugo et j'ai jamais cherché J'aurais pu chercher dans des livres à trouver des images de l'époque. Je l'ai pas fait. Et en 2017, je tombe sur une image de synthèse sur le vieux Paris et je vois les baraques. Alors ça, on peut les voir là. On les voit. Voilà. Effectivement. Les baraques de fêtes foraines et que demandé, parce qu'il s'appelle, celui qui a fait il a fait carrément une vidéo sur Paris, magnifique, de l'ancien temps. Et je lui ai demandé si je pouvais il m'a dit, du moment que vous dites que c'est Grèze Production, vous pouvez le faire. Il m'a même envoyé d'autres images de Notre-Dame. Et c'est pour ça que je partage. Et pour moi, quand j'ai vu ça en 2017, je me suis dit, et j'ai eu 2 autres preuves dont je vais peut-être parler. Je me suis dit, il faut que je témoigne. C'est pas que pour moi. Alors, je ne dis pas que j'ai voyagé dans le passé. Là, je pense que c'était plutôt une représentation de Notre-Dame dans l'astral supérieur. Oui. Et alors, pour continuer cette expérience, mon épouse, donc ça veut dire que les êtres même incarnés, ils sont aussi déjà sur ces plans-là, éventuellement. J'ai vu mon épouse et ma belle-mère, qui est encore en vie à 95 ans, là, confinée, et puis qui comprend pas pourquoi elle est pas en maison de retraite, elle est chez elle, elle comprend pas pourquoi elle est confinée, on lui explique tous les jours, mais oui. Voilà. Enfin, en tous les cas, elle était toujours, ça a toujours été un peu, elle me chine un peu, enfin, des fois même un peu plus dur que ça, même. Donc là, sur ce plan de lumière, elle m'aperçoit, ma femme était très contente et elle aussi, puis elle me dit, je vais vous faire parce qu'elle me vous voit, elle toujours d'ailleurs, je vais vous faire un veau aux carottes. Vous imaginez, tu imagines 2 ans de végétarisme strict et on me demande l'épreuve suprême que je dois pas porter de jugement. Je savais que la moindre pensée de jugement, j'allais retomber dans mon corps et que ça serait terminé. Je suis resté calme, cool, et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel. Et là, j'ai aperçu une 12aine d'étoiles, de points brillants, mais comme des étoiles, mais plutôt comme des planètes, comme Jupiter, par exemple, dans un ciel du mois d'août, et qui avançaient comme ça, par à coup, le long de la Seine, donc d'est en ouest, et qui déversait un amour. C'était l'amour inconditionnel. J'ai compris qu'ils étaient, en fait, ils vaquaient à leurs occupations, mais comme ils étaient sur un plan de lumière plus élevé que ce plan sur lequel j'étais, ils envoyaient en même temps leur amour sur nous, et j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vécu. Ensuite, je me suis approché de Notre-Dame, je suis rentré dans Notre-Dame, toujours dans cette expérience, et j'ai même entendu, je crois, un sermon, quelque chose, mais j'ai pas réalisé. Paf, je suis retombé dans mon corps. Et alors là, les larmes, je me suis levé, j'ai regardé le ciel qui était bleu d'ailleurs, et une voix intérieure qui m'a dit, tu vois, si tu vis ta vie le mieux possible, tu retrouveras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai un peu cherché cet endroit, mais bon, ça viendra forcément un jour. J'ai bon espoir. Ça viendra, bien sûr. Effectivement, c'est un très très beau témoignage, tout ça.
Et ça va donner, je suis sûr, l'envie aux personnes qui connaissent pas de vivre cette expérience. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut pas chercher à tout prix à vivre ce genre d'expérience. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et puis, ça vient quand ça vient. Cherchez pas à vous obstiner absolument à le vivre. Mais effectivement, là, c'est pour ça que je trouvais très intéressant de t'inviter pour cette émission parce que tu as énormément d'expérience. Et puis depuis toutes ces années, entre les sortir du corps et puis tous ces rêves donc de nature aussi prémonitoire. Alors je mets bien entre guillemets parce qu'effectivement, on parle de futur potentiel. Très prudent. Oui, tout à fait. De futur tout à potentiel. Fait. Rien n'est écrit. On va capter à des moments donc des scènes qui peuvent éventuellement se produire, qui existent sur un autre plan, plus ou moins. Hein, et puis après, on va les densifier, les ramener dans la matière au niveau physique selon le chemin qu'on entreprend. Donc, Alain, tu as vécu plein d'expériences assez extraordinaires. Donc, j'imagine on en parlait assez peu à l'époque. Est-ce que ta femme, par exemple, était assez ouverte aussi à tous ces sujets? Est-ce que tu arrivais à lui en parler? Eh ben, oui, mon épouse était dans la religion catholique, était croyante. Moi, le mariage, ma belle-mère voulait qu'on se marie à l'église, mais moi j'ai dit non, je savais pas que c'était possible. En fait, c'est possible si on accepte que nos enfants soient élevés dans la religion catholique. Mais à l'époque, c'était pas du tout dans mon optique. Donc, on s'est marié civilement. On s'est marié religieusement 16 ans plus tard avec nos enfants. Mais là, c'est une autre histoire. Je voulais dire juste en 1975 que j'ai vécu une expérience assez extraordinaire avant la naissance de ma fille. J'étudiais la théorie de Blavatsky. Forcément, une fois que je me suis réveillé à tout ça, j'ai une recherche, une soif, je lisais plein de livres. Et il y avait ce que je lisais 777 incarnations dans un des livres de Blavatsky, qui était dans la théosophie, donc un gros livre que j'avais emprunté dans une bibliothèque. Et je ramène ce livre et je me trouve dans cette bibliothèque. Là, c'est pas un rêve, hein, c'était une bibliothèque dans un restaurant végétarien près de l'hôtel de ville. Et ma main va vers un livre. Il y avait plein de livres dans la bibliothèque, quoi. Et puis ma main va vers un livre, je l'ouvre et je tombe. Alors, tu peux peut-être montrer. Oui, les 777 incarnations ou le pèlerinage des esprits vierges. Alors là, j'étais complètement stupéfait parce que alors j'ai noté le nom du livre comme ça, Cosmogonie des Rose-Croix de Max Sendel. Et puis comme ma femme était enceinte et qu'elle allait bientôt accoucher, tout ça s'est passé au second plan. J'ai noté l'adresse et puis quand même 2 jours après d'avoir trouvé ce livre, je fais un rêve où j'avance dans Paris à grandes enjambées. Bon, rêve lucide, hein, j'avais conscience que c'était une expérience, et j'achète ce livre et je vois Notre-Dame, là encore. Encore Notre-Dame. Ouais, je vois Notre-Dame tout près. Alors je me dis, tiens, ça serait curieux que, puisque j'avais l'adresse, que cette adresse, elle soit tout près de la Seine. Alors je regarde sur le plan, ça faisait 2,7 km, ça m'a paru un peu trop. Alors je me suis dit, bon, comme ça, voilà. Donc notre premier enfant est né, beaucoup d'occupations, et c'est en juillet que j'ai contacté cette association et qu'un monsieur m'a répondu, on est fermé en ce moment, mais vous pouvez l'acheter rue de Savoie. Et je suis allé acheter la Cosmogonie rue de Savoie, donc qui est collée à la Seine et tout près de Notre-Dame. Voilà, c'était un petit signe. Pour resituer un petit peu les choses, tu as partagé avec nous un extrait du livre Glane d'un mystique de Max Sendel. Tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, donc j'ai acheté cette Cosmogonie, je l'ai lu en 5 jours, je l'ai dévoré. Bon, j'étais déjà préparé par mes lectures de la théosophie, et bon, c'était ma longueur d'onde. Hein. Je dis pas que c'est la vérité absolue, que tout le monde doit choisir cette voie-là. Bon, moi j'ai été guidé, et ça m'a nourri pendant toutes ces années. Et quelque chose qui m'a surtout marqué et donné une ligne de vie que je vais vous lire, qui est à l'écran, c'est tiré d'un livre de Max Sendel. Il est très significatif que dans la parabole du jugement dernier, le Christ n'est pas dit très bien, grand philosophe érudit qui connaît la Bible, la Kabbale, la cosmogonie et toute cette littérature mystérieuse qui nous révèle le travail compliqué de la nature. Mais il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, car j'ai eu faim et tu m'as nourri, j'ai eu soif et tu m'as donné à boire.
c'est l'enseignement du Christ. Et l'enseignement de Max Endel, contrairement à la théosophie, est beaucoup plus christique et c'était ma voie. Voilà. Alors, il se trouve que Max Endel, qui a fait aussi des sorties hors du corps, il en parle, a donné une description de la corde d'argent. C'est la corde qui relie les différents corps. On peut peut-être le montrer à l'écran. Sans rentrer dans les détails, je crois que c'est une des rares descriptions aussi précises de la corde d'argent. Et moi, c'est mon hypothèse, je pense que dans les sorties hors du corps, bon, quel que soit le corps dans lequel on est relié tant qu'on est en vie physique, on est relié au corps physique par cette corde et on peut être branché ou pas. Et je veux dire que ça passe, les informations peuvent passer par cette corde et s'enregistrer dans notre cerveau, dans notre conscience analytique. Mais on a une autre conscience que, d'ailleurs, le docteur Charbonnier appelle la conscience intuitive extraneuronale. On peut dire aussi l'âme. Mais c'est cet état d'en sortir du corps. On est dans un corps subtil, mais on est encore dans un véhicule de conscience. Voilà. Et donc, il se trouve qu'en 2016, j'ai découvert un Hollandais qui suivait cet enseignement depuis plus de 50 ans et qui a écrit un livre qui était traduit en anglais. Il était en hollandais, traduit en anglais, et je l'ai traduit en français, donc vous le voyez peut-être à l'écran. Max Endel et le Rosicrucian voilà. Fellowship. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas seulement... Alors, je fais un petit peu de pub, mais bon, en ce moment, il est clair que pour ceux qui verront cette vidéo maintenant, dans les premiers temps du mois de mars-avril 2020, on peut pas trop acheter de livres sur Amazon. D'ailleurs, certains veulent pas sur Amazon, mais on peut aussi les acheter ailleurs. Hein. Et donc, j'ai communiqué avec l'auteur. Moi, je croyais qu'il était mort parce que j'avais vu en 2016 son nom, son prénom, puis qu'il était mort. Mais c'était pas le cas. Et il avait 85 ans. Je lui ai posé des centaines de questions, mais bon, j'ai réussi à faire un livre je vais dire la traduction assez fidèle, surtout des manifestes rosicruciens pour ceux qui sont intéressés, donc du XVIIe siècle. Du début du XVIIe siècle, et il y a notamment un appendice qui est considérable avec beaucoup d'éléments de recherche qu'il a fait, et tu peux montrer peut-être pour ceux qui s'intéressent au cheminement rosicrucien, il a réussi à le faire récapitulatif de mouvement rosicrucien récapitulatif. Alors c'est son propre choix, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux différents mouvements, parce que quand on parle de Rose-Croix et de Rosicrucien, il y a énormément de choses fort différentes, et voilà, ce sont les pages de l'appendice. On va revenir sur les dimensions. On va parler un petit peu des dimensions, hein. Ouais, voilà. Il se trouve qu'en 1975, j'avais lu un livre de Leadbeater qui parlait de la 4e dimension et de l'hypercube. Et bon, comme j'étais prof de maths, j'ai commencé à faire des recherches, à trouver des choses, et je les ai présentées à mes élèves. Et il se trouve que une de mes élèves de cette année-là, ayant vu l'émission Immédiat, m'a envoyé un message dont voici un extrait, si on peut le voir. Voilà, c'est ça, l'extrait d'un message qui m'a adressé un de mes élèves de l'année scolaire. J'ai été extrêmement touché par l'ensemble de son message. On s'était retrouvés en 2010, elle m'avait recontacté par copain d'avant, et en fait, je l'avais perdu de vue depuis les années 75, 77, et je me demandais de temps en temps, je pensais à cette élève et je me disais, est-ce que je la reverrai? Et puis j'avais l'idée que je la reverrai au moment de ma retraite. Et c'est là qu'elle m'a contacté quand j'étais pratiquement en retraite. Les choses sont toujours bien faites. On a eu pas mal de phénomènes avec elle. Son prénom c'est Marianne. Elle m'a autorisé à en parler ici. Bonjour Marianne. Donc voilà, elle m'a dit. Et puis le rappel, donc puisque j'ai présenté la 4e dimension chez Laurent Fent, mais d'une façon pas très pédagogique. Là, je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Elle a écrit, et puis le rappel aussi de ce moment qui a été si fort pour moi en seconde, quand tu as parlé en fin d'année de la 4e dimension et autres dimensions. Je revois encore la sidération qui était la mienne, comme si je ne voyais plus la classe, mais uniquement ce que tu disais. L'ouverture retrouvée vers plus grand que ce monde physique et ce que l'on m'en disait. J'ai eu des larmes en lisant ce qu'elle m'a écrit, c'était vraiment... C'est le juste retour des choses. Je vais essayer donc là,
très succinctement. Alors, je voudrais pas que les gens bon, ceux qui veulent vraiment passer peuvent passer à la suite, hein, évidemment, mais je vous assure que vous pouvez suivre. J'ai peut-être vexé quelques personnes en disant que des enfants de 7 ans peuvent comprendre, mais c'est vrai parce que je l'ai vérifié. Et oui, comprendre, on comprend rien de toute façon. Moi-même, ça fait 50 ans et je sais pas encore ce qu'est la quatrième dimension. Hein. Faut rester très modeste. Mais je veux dire que c'est une approche analogique et je voudrais que vous essayiez. Je vais essayer d'être le plus pédagogique possible et Romain va passer les diapos en même temps. Alors, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle un repère OA1, A2. Les gens, ça y est, je sais qu'il y en a qui ont déjà décroché, mais c'est pas grave. Attendez un tout petit peu. Pour beaucoup, on connaît sous l'axe X et Y. Voilà, il suffit de 2 nombres pour représenter tout point d'un plan. Mais c'est vrai aussi sur la sphère, hein, sur la Terre, il y a la longitude, la latitude, on représente évidemment un point de la sphère. C'est un espace à 2 dimensions. Alors on passe à la suivante. Voilà, donc ce plan, vous voyez le point M, eh bien, petit x vaut 2, vous voyez pourquoi ça fait 2 à partir du point O, et puis 1/2 ou 0,5 pour Y. Voilà, c'est tout. Deux nombres et on a le point M. Alors j'ai fait pareil avec les nombres négatifs. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, ben, vous allez voir quand même, c'est pas dur. Vous voyez, le point N, là sur la gauche, eh bien, comme c'est du côté gauche, on met moins 0,5, moins 1,5 pour X, et puis Y vaut 1 parce qu'on est juste parallèle, enfin en coïncidence avec A1. Voilà, j'ai pris que ces 2 exemples, hein, je n'irai pas plus loin dans l'aspect mathématique. Voilà, je passe à la suivante. On appelle ça un espace à 2 dimensions. Voilà. En 2D. Voilà, la 2D. Voilà. Eh bien, voici le petit personnage Lenturlu. Alors, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et depuis les années 80, je l'ai utilisé, ce petit personnage de Jean-Pierre Petit, dont on parle pas mal maintenant avec son modèle Janus et sa représentation de notre univers. Je suis d'autant plus à l'aise que maintenant, il a mis toutes ses BD en accès libre. Donc, vous pouvez accéder au Géométricon. Et voilà, il est consacré à une étude à la fois sérieuse et humoristique de la 4e dimension. Alors, quand vous verrez PBP, ça veut dire le petit bonhomme plat. Il n'y a pas raison qu'il soit petit d'ailleurs. Certains disent, ah ben on va prendre une fourmi ou un microbe. Mais non, la fourmi, le microbe, il est à 3 dimensions. Oui. Il faut imaginer une ombre projetée sur un plan, c'est la caverne de Platon, ou alors un point lumineux. Voilà, donc un point lumineux, là, il n'y a pas d'épaisseur, parce que même quand vous dessinez avec un crayon quelque chose, eh ben, il y a une épaisseur. Mais là, non, si vous mettez sur un écran un point lumineux, donc pensez qu'un point lumineux, pour avoir notre conscience, connaître toute la géométrie, alors comment, on peut chercher comment, hein, c'est hypothétique, mais c'est juste parce que nous sommes le petit bonhomme plat par rapport à la 4e dimension. D'accord. Donc on va passer à la suivante. Comment le bonhomme plat peut-il imaginer une droite qui soit à la fois perpendiculaire aux droites OA1 et OA2? Voilà, question. Alors, je descends. Vous voyez, et je pense que tout le monde va voir ça, même un enfant de 7 ans, la droite OA1, elle va vers l'avant et aussi vers l'arrière. Elle est perpendiculaire aux 2 autres droites. Je pense que tout le monde voit ça. Il suffit de penser à une arête verticale d'un mur, l'arête horizontale, et puis l'autre arête de l'autre mur. Pourquoi est-ce qu'on voit ça? Parce que on est à 3 dimensions dans notre conscience. Peut-être à plus que 3, mais bon, disons à 3 au moins. Alors que le petit bonhomme plat, il peut pas sortir de son plan et donc il peut pas voir le point A3, il n'existe pas pour lui. Eh bien, on sera dans la même situation par rapport à la 4e dimension. Vous voyez, dans son univers, les seules droites perpendiculaires ou verticales, cherchez s'il peut y avoir d'autres choses, ben ça sera des horizontales et vice versa. Ce sera très dur à concevoir pour lui s'il reste dans ce schéma. Voilà. Et nous, par contre, on y arrive très facilement. Donc, nous sommes dans la même situation maintenant pour imaginer une 4e droite qui va être perpendiculaire. Et ben là, on n'y arrivera pas. Sauf des gens qui ont peut-être des perceptions autres. Mais c'est difficile dans le monde physique avec notre cerveau actuel. Hein. Voilà, on n'y arrive pas. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Alors, comment le petit bonhomme plat peut-il comprendre que OE égale A3B égale A2B?
vous voyez un cube en perspective, vous voyez le point O vers le fond et le point E vers l'avant. Vers l'avant. Vers l'avant. Et vous pouvez aussi tout d'un coup voir le point O vers l'avant, essayer de visualiser. Et tout d'un coup, eh bien, c'est ce changement de perspective. C'est comme si vous changiez vous avez comme un mouvement dans l'optique. C'est une illusion d'optique. Mais quand vous passez que le point O vers l'avant et tout d'un coup vers l'arrière, eh bien, c'est ça la perception qui nous approchera un petit peu tout à l'heure de la 4e dimension. Mais le petit bonhomme plat, pour le, qu'est-ce qu'il voit? Que le point O est à l'intérieur d'un polygone. Il peut pas voir autre chose. Bien sûr. Eh bien, on sera dans la même situation. Maintenant, vous voyez le petit bonhomme plat en face au développement d'un cube. D'accord. Donc, vous savez qu'un cube, quand les petits enfants découpent et puis voilà, avec des petites languettes, on colle et on obtient un cube. Alors, je ne sais pas si tu peux voir, on peut voir ce que je montre moi à l'écran là. On voit, voilà. Exactement. Donc voilà le cube formé à partir du développement. Donc ça, on appelle ça le développement du cube. Donc, vous voyez le carré bleu là au centre. Pour le petit bonhomme plat qui est à l'extérieur, il est complètement invisible. Et alors, le petit bonhomme plat, comment est-ce qu'il peut comprendre que la face rouge, elle va basculer vers la gauche et en même temps vers la droite? Effectivement. Nous, on sait qu'elle va basculer vers l'avant, cette face, et qu'elle va se replier avec la face bleue qui se trouve en bas. Tout se replie, mais dans la 3e dimension. Le petit bonhomme plat, il peut pas comprendre. Voilà. Eh ben, on va être dans la même situation, hein. Tout d'un coup, là, l'enturlu, je l'ai enfermé à l'intérieur du carré bleu, là. Il est complètement enfermé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, je fais apparaître dans son univers un objet. Je suis passé par la 3e dimension, je lui ai mis cet objet, et lui, qu'est-ce que c'est pour lui? Ben, c'est arrivé de nulle part. Peut-être une interprétation des ovnis. On peut enlever cet objet, si j'ai mis un verre pour boire, par exemple, et le faire apparaître. Eh bien, il y a certains phénomènes parapsychologiques qui peuvent s'apparenter à ça, et je donne, là, je dis pas que c'est absolument comme ça que ça se passe, mais c'est une interprétation possible. Voilà. Donc maintenant, vous voyez le développement. Là, maintenant, c'est nous qui sommes dans la situation du petit bonhomme plat. Vous voyez alors, je fais faire ça à mes élèves pendant 1 heure. Ils font tous les calculs, hein. Ça, c'est pas comme ça, boum. Je leur montre. Vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo qui dure 1 heure où j'explique la façon d'obtenir cet objet. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a au centre de cet objet? Entre les cubes jaunes et les cubes gris, eh ben, il y a un cube bleu. Il y a un cube bleu. Ouais. Mais on Comment le voit pas. verrait? Ben, on le voit pas, nous. Exactement. Mais un être qui aurait la vision des 4 dimensions, il les verrait tous en même temps. Donc, faut repenser à notre situation. Depuis notre 3e dimension, nous voyons parfaitement le carré bleu central. Voilà. Mais le bonhomme plat ne peut pas. Eh bien, nous sommes dans la même situation. C'est ça, la 4e dimension géométrique. Hein. Alors maintenant, vous voyez, j'ai remis la perspective cavalière du cube et je vous montre. Alors là, ça devient plus compliqué. Je vous demande pas de comprendre. Mais là, vous avez une représentation de l'hypercube. Alors, je sais pas si on le voit là, on peut le voir. Le voilà, je l'ai fabriqué avec des molécules. Vous voyez, je suis allé au laboratoire en 1975 et j'ai monté, c'était donc un objet à 4 dimensions. Enfin, c'est un objet à 3 dimensions, mais qui représente la même chose que la perspective. Et j'ai dit ça à mes élèves, ils m'ont dit, mais monsieur, on l'a déjà vu au Palais de la Découverte. Donc, j'avais rien inventé du tout. J'avais pris des allumettes au début, je les avais recollées, puis voilà, j'ai retrouvé des choses qui étaient déjà connues. Voilà. Alors, pour finir avec ça, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que il se trouve que si on passe de la dimension 4, on peut compter combien il y a de sommets, combien il y a d'arêtes, etc., et combien il y a de cubes. Donc, pour former un hypercube en dimension 4, on a 8 cubes. Mais quand on passe en dimension 7, on a 560 cubes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de place. Parce qu'imaginez qu'il y a 560 cubes dans un espace qui est 2,6 fois l'arête. Donc, il y a de plus en plus de place quand on va dans les dimensions supérieures. Alors, bien sûr, il s'agit de dimensions géométriques et je ne dis pas que les mondes supérieurs sont purement géométriques. Mais ils s'apparentent. Alors, une petite chose maintenant très rapide. Vous voyez, ces deux droites sont parallèles.
Exactement. Et bien sûr, on a l'illusion qu'elles le sont pas. Et oui, quand on dit je ne crois que ce que je vois, on peut se dire qu'il y a un petit problème. Là, Pouvoir pour la remettre en suivante, question ce que l'on voit. ouais, vous avez ici un carré parfait et l'angle est parfaitement droit en bas et il paraît pas tout à fait droit. Effectivement, on a l'impression qu'on le tire Et un légèrement peu par... plus aigu, un peu plus aigu. Voilà. Là, vous avez un cercle. Il paraît un petit peu ratatiné. Exactement, ouais. Et là, j'aime bien, ça c'est Lenturlu, dans un univers à 2 dimensions mais cylindrique. Il envoie sa flèche et il la reçoit. Moi, je pense que ça, il y a quelque chose en rapport avec la loi des causes et des conséquences, la loi de cause à effet. Ouais, le boomerang, exactement. Yeah. Donc, je finissais toujours, j'ai fait ça de 1975 avec mes élèves jusqu'en 2014. Vous imaginez toutes les générations. Et je terminais toujours comme ça, par une citation d'un livre d'un philosophe, qui est pas très connu, en 1955. Frère, abandonne tes compas, les formules algébriques, les vaines équations pour trouver la 4e dimension, pour vivre en elle. Il te suffit d'aimer avec ton cœur, avec ton âme, de te pencher vers la souffrance, de chasser le doute. Il te suffit de diriger tous tes élans vers la religion universelle, celle qui unit non seulement les hommes dans la paix et la justice, mais aussi les mondes, dans la loi de solidarité universelle, le créateur à la créature, le plus humble au plus riche. Voilà, j'arrivais à transmettre quelques petits éléments à mes élèves. Et là, alors, est-ce que tu es déjà monté, je t'interview maintenant, est-ce que tu es déjà monté dans un rotor? Rotor, oui, je suis déjà monté dans un rotor à Fête Foraine. Il y a beaucoup de gens qui doivent pas savoir ce que... Donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans un rotor? Ça te fait quel effet? On a l'impression que d'un seul coup d'être scotché contre la paroi quand elle tourne à pleine vitesse. Bien sûr, alors il y a toujours la surprise du sol d'un seul coup qui disparaît voilà, au niveau des pieds. Bien sûr, la tête qui est vraiment collée, on a l'impression de pas, déjà d'être tout léger, de ne plus avoir de poids, bien sûr. Et puis cette sensation de plus pouvoir vraiment bouger, quoi. Et les gens qui sont de l'autre côté de la paroi, comment pour toi, ils te paraissent comment? Les gens qui sont de l'autre côté de la paroi, ils nous paraissent fixes. Mais ils te paraissent pas être en haut? Ah si, légèrement. Ça fait un petit moment, j'étais jeune, j'étais enfant, donc parce que c'est ça que je veux dire. Je sais pas si les gens se disent, mais oui, il en veut en venir avec son rotor. C'est que moi aussi, j'allais à la foire du trône. Bon, il n'était pas transparent comme celui-là. Mais j'allais à la foire du trône vers 13-14 ans et j'allais dans le rotor. Et cette impression, en fait, que quand ça commence à tourner, eh bien, c'est pas qu'on se sent collé au mur, c'est qu'on a l'impression que ça s'allonge parce que notre conscience de la pesanteur, elle se transforme puisque la force qui s'exerce est une force centrifuge ou centripète, ça dépend du point de vue. Et donc, on a l'impression qu'on est allongé tout simplement. Ce qui fait drôle, c'est qu'on a l'impression que les gens qui sont à l'opposé, ils sont plus à l'horizontale comme nous, mais ils sont au-dessus de nous à la verticale. Et donc, c'est pour exprimer que quand on sort de son corps, on se représente les choses quand même encore d'une façon corporelle, puisqu'on a un autre corps, et même si on est dans un espace qui a plus de 3 dimensions, on reste dans la même représentation des forces qui s'exercent sur nous. C'est pour ça que cette impression de monter ou de descendre est une impression qu'on pourrait dire subjective, effectivement, parce que dans ce corps-là, on est déjà dans un espace qui a plus de 3 dimensions. Exactement. Mais on ne garde que notre petite bulle, notre compréhension actuelle, sauf certains qui sont beaucoup avancés. Et c'est pour ça que quand je dis je suis monté, j'ai traversé le plafond, etc., c'est une représentation purement terrestre. Voilà. Et liée au mental, bien souvent. Et liée à nos habitudes, notre représentation. Et ça, je crois que cette représentation du rotor, elle est importante parce que j'ai fait un petit article là-dessus pour dire dans les religions, on voit le ciel là-haut, mais en fait, ces représentations du ciel et de l'enfer et tout ça, évidemment, c'est lié à notre présentation humaine. Je précise bien que je ne crois pas à l'enfer éternel, parce que rien de ce qui est sur Terre n'est définitif et une cause finie ne peut pas engendrer un effet infini. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations, et hélas aussi déjà sur Terre, qui soient de cet ordre-là, mais
rien n'est perdu pour toujours. Voilà, c'est ma conviction profonde. Merci. Voilà. Alors, je voulais dire qu'en 76, puisque j'ai fini avec 75, j'ai pu faire un petit témoignage sur RTL, interrogé par une journaliste très connue de l'époque, Ménie Grégoire, et j'ai créé une vidéo. Elle était assez ouverte, un peu étonnée quand même. J'ai parlé, pas très loin, mais j'ai parlé de mes sorties hors du corps, de l'état vibratoire, le fait que je me retrouvais dans ma pièce. Et il y avait même un prêtre avec lui et on a parlé de la 4e dimension et je vous invite éventuellement à aller sur ma chaîne YouTube pour écouter cette petite vidéo parce qu'en même temps, je fais un parallèle par écrit entre la sortie hors du corps et le ski nautique. Il se trouve que c'est le sport que j'ai pratiqué dans ma jeunesse à partir de l'âge de 12 ans et que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, quand on se trouve au moment de l'état vibratoire, moi, j'ai jamais réussi à le provoquer un petit peu avec les exercices de vélo, tout ça, maintenant, ça m'arrive. Mais l'état vibratoire, quand il vient, je sais un petit peu ce qu'il faut faire. J'arrive pas toujours, mais je sais ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est cet état de concentration, exactement comme pour sortir de l'eau en ski nautique. Et c'est un peu quand tu parles de la corde, de la méthode de la corde, c'est un petit peu ça. Exactement. Voilà, faut avoir confiance, en même temps être très paisible, pas vouloir à tout prix, et là, les choses peuvent se passer, mais c'est un cadeau, il faut les prendre, comme on a dit tout à l'heure, sans vouloir absolument, c'est pas le but, la sortie hors du corps, c'est pas, le but c'est de progresser spirituellement et dans l'ouverture aux autres. Les abonnés peuvent visionner, je crois, ou écouter du moins, surtout cette interview réalisée sur RTL à l'époque. Voilà. Bien sûr, on t'a pas pris pour un fou. Non, non, vous verrez, bon. Avec... Non, mais vous verrez, c'était bon. Il y a des gens qui ont trouvé qu'ils ont été un peu durs avec moi, mais enfin, moi, je trouve que ça a été bien. Le jeu, il y en aura toujours de toute façon. Voilà. J'avais prévu, mais je pense que le temps passe trop, des expériences en salle médiumnique. Ah oui, c'est quand même assez intéressant, c'est que j'avais étudié la mécanique quantique après avoir eu le doctorat de probabilité, et ça j'ai pas trop parlé, mais enfin c'est vrai que j'ai été guidé vers les probabilités. Ça m'a permis d'avoir la grecque d'ailleurs, et puis ensuite le doctorat en probabilité, et j'ai ensuite étudié la mécanique quantique. Et dans une salle à l'époque, j'allais dans une salle de voyance où cette personne Judith Henry a dit mécanique quantique. Qui fait de la mécanique quantique dans la salle? J'ai levé la main. Elle me dit vous ferez des recherches dans ce domaine. Voilà. Ça, bon. Petit clin d'œil intéressant. Alors, voilà. Alors j'en arrive, c'est vrai, à 1978. Il se trouve que le 11 juillet, il y a eu une explosion terrible d'un camion au camping entre Barcelone et Valence, donc en Espagne, au camping de Los Alfaques. C'est une explosion à 1000 degrés. C'était un camion citerne avec du propane, enfin un gaz ils avaient trop, et il faisait très chaud. Ça a explosé. Il y a eu 200 morts dans ce camping, brûlés ils ont dit qu'on a retrouvé des corps comme au Vésuve après au moment de Pompéi. Voilà. Pompéi, oui. Ouais, et ben ils ont dit que c'était à peu près ça. Et ça m'a beaucoup touché. Et 2 jours après, enfin le 15 juillet, donc 4 jours après, j'ai fait une sortie consciente hors du corps. J'ai demandé à aller aider, et je me suis retrouvé à voler au-dessus d'un bâtiment, mais qui n'était pas du tout terrestre, pas du tout de notre temps, comme des coupoles vertes, un petit peu comme du vert de gris. Je suis passé au-dessus de ces coupoles. Et quelques années après, quand j'ai vu Star Wars, j'ai été stupéfait parce que c'était des coupoles. Alors je sais pas quel est le Star Wars des années 80, je les ai pas revus, mais c'était impressionnant de revoir. Et je suis arrivé dans une salle d'une sorte d'hôpital, et j'ai vu 5, c'était des hommes brûlés, mais pas à ce point-là, des brûlures parce qu'en fait ils étaient décédés, mais dans le corps. Donc, au moment de la mort, on passe dans le corps astral, émotionnel, et on reproduit parfois, quand on sait pas, les blessures, mais heureusement pas autant. Et je me suis demandé, j'ai senti que je pouvais les aider par une force de guérison. Enfin, c'était très très fort pour moi. Et alors, j'ai eu la surprise en relisant mes notes de voir que j'en avais pas fait qu'un. 4 jours après, je suis reparti, et là, je suis retrouvé avec 100 personne, et je me suis dit mon Dieu, mais je peux pas aider. Et puis j'ai dit ben non, je ne suis qu'un canal. Alors ils me voyaient pas vraiment, mais ils ont ressenti de l'aide. Et je vous avoue que ça a été un truc quand même très
très très Très fort pour fort. moi. J'en ai pas encore parlé, donc voilà. Ouais, très émouvant, j'imagine. Ouais. On continue encore un peu, Oui, on quitte continue un à... petit peu. Oui, Ouais. on continue. 1983. Jusque-là, j'étais au lycée Paul Valéry et après au lycée Voltaire dans Paris. Et puis comme on a fait construire notre pavillon en banlieue, dans le 93, eh bien, j'ai été muté au lycée Marcelin Berthelot de Pantin. Et là, j'ai rencontré un ami qui est encore, bien sûr, un grand ami, qui s'appelle Jean-Marie Le Gall. Et il était assistant au laboratoire du lycée et il a vécu des expériences, lui, alors impressionnantes, depuis l'âge de 7 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle Contact avec l'au-delà, que je vous conseille. Il l'a refait l'année dernière et il a repris, il a vraiment fait un livre très très bien construit. Il a même la gentillesse de dire quelques mots d'un prof de maths parce qu'on a eu vraiment un contact. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui vivait des expériences de ce type-là et avec qui je pouvais parler, quoi. Ça a été très fort pour moi. Voilà. Et intérieurement, j'ai ressenti qu'il était mon frère d'armes. Pourquoi mon frère d'armes? Et quelques années plus tard, oui, on a vécu une épreuve affective à 6 mois d'intervalle qui nous a amené à une dépression et vraiment, il y a eu effectivement quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, en 88, dans son livre, j'ai découvert qu'il a découvert le kendo, la voie du sabre. Et donc, frère d'armes, ça m'a vraiment touché. Et un jour où j'étais pas bien, il m'a pris dans ses bras comme ça et puis il m'a passé une énergie. Mais alors après, j'ai eu un punch extraordinaire. Hein. Voilà. Alors, j'en arrive. Alors, quelque chose de difficile en même temps, c'est quelque chose de très fort. C'était ma deuxième preuve de 2017. Je vais peut-être le montrer d'ailleurs à l'écran. Vous voyez, je sais pas si... Voilà. Est-ce qu'on voit ce petit... Voilà. J'avais là-dedans un dossier avec... on le voit. Et en 2017, dans la vous voyez, la petite pochette intérieure, je retrouve un petit papier comme ça. Alors, tu vas pouvoir montrer à l'écran ce qu'il y a dessus. Oui, je vais le montrer. Voilà. C'est un plan. Le rêve d'août 1996. Hein. Voilà. Donc, il se trouve que là, c'était une expérience qu'on appelle hypnagogique. Au réveil, je suis très neutre et je vois ce plan, peut-être avec 3 dimensions quand même, mais comme un plan. Et je vois rue de la Râpée, je vois le métro, enfin ce que j'ai dessiné là bien maladroitement, avec un centre d'intégration et quelques marches. Bon, je me demande ce que c'est. Ça, c'était un rêve que j'avais fait en revenant de vacances. Et 3 jours après, mon père est emmené à l'hôpital pour une pneumonie. Oui, c'était, il était très mal des poumons, effectivement, sous respirateur, tout ça. Et bon, on a réussi à le sauver quand même de justesse. Il a eu 3 pontages. Après, on a détecté un cancer de l'intestin. Bon, ça a été toute et un courage, pas un mot, rien. Et au bout de 6 ans et demi, il a eu le diabète, l'insuline. Il n'a pas supporté, il s'est suicidé. Et il nous avait pas donné, sauf 3 jours avant, je l'avais vu, il m'a dit, occupe-toi bien de ta mère. Alors, je me suis dit, bon, il pense à sa mort. Je dis, mais papa, tu peux pas savoir quand. Il m'a fait, hein. J'ai pas compris sur le coup. C'est 3 jours après que j'ai compris. Voilà. Donc, son corps a été emmené. Donc, quand j'ai vu ce dessin en 2017, je savais ce que c'était cet endroit. Et tu peux le montrer peut-être, l'endroit. Voilà, là c'est le plan réel. Légal. Ouais, son corps a été emmené à l'Institut médico-légal et c'est de là qu'à 11h11, ça m'a frappé, l'heure miroir 11h11, mon frère a regardé l'heure, il dit on a fermé son cercueil à 11h11. Et donc quand j'ai vu en 2017 cet endroit, si vous les mettez, tu peux maintenant mettre les deux en parallèle. Voilà. Donc bien sûr, j'ai mis rue de la Râpée, je n'ai pas mis quai de la Râpée, mais j'ai mis le métro. On voit la ligne 5 du métro. Et puis, ce mot centre d'intégration, alors qu'ici sur Terre, c'est la morgue, le décès, la souffrance, dans l'autre monde, c'est la lumière, c'est l'intégration, c'est ce qu'on voit dans le film Nos Solars. Je sais pas si vous avez vu le film qui est tiré d'un livre de Chico Xavier, qui est c'est un grand médium qui a failli même avoir le prix Nobel de la paix. Brésilien, non? Voilà. Et il a écrit, donc ils ont créé en 2010 un film
où on voit vraiment l'avancée d'un être dans l'au-delà. Et ce centre d'intégration avec ces 10 marches, ça me parle beaucoup. Et j'ai rêvé, 3 semaines après, mon père est venu, c'était plus qu'un rêve. Il m'a dit, si tu veux me revoir, tu ne me demandes rien. Donc j'ai compris qu'il voulait pas que je lui demande quoi que ce soit de son suicide. Par contre, je lui ai demandé si les meubles qu'on était en train d'installer dans la petite résidence de campagne, enfin de la mère, étaient bien. Il m'a dit, ils sont un peu trop hauts, avec son petit sourire. Mais lui, il n'aimait pas tous ces phénomènes. Hein. Oui. Et donc, effectivement, ma femme, elle dit toujours, ah, ils sont trop hauts, ces meubles. Et je vais en arriver presque à la fin. C'est la 3e preuve. Cette 3e preuve, je n'en ai encore pas parlé. Ça pourrait être une des preuves les plus fortes qui soit, et c'est une des plus fragiles. Preuve entre guillemets. Ça concerne un peintre, et puis aussi un spécialiste de judo qui s'appelle Yves Klein. Yves Klein, à 20 années avant moi, a rencontré l'enseignement rosicrucien. A suivi cet enseignement, pas très loin, mais il l'a suivi. Et il se trouve que comme j'étais le secrétaire du centre de rosicrucien de Paris pendant des années, au début des années 2000, il y a quelqu'un qui faisait sa biographie. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui. Et il est venu me rencontrer, prendre rendez-vous avec moi, me rencontrer pour savoir si dans nos archives de l'association Centre de Paris, nous avions des données. Mais en fait, il s'était inscrit directement au siège directeur d'Oceanside, c'est sur la côte en Californie. Et donc, nous, on n'avait aucune trace. Mais c'est là que j'ai appris et que j'ai découvert le bleu Klein. Tu peux peut-être montrer. Ouais, avec la donc, main. Voilà, le bleu Klein est assez connu. Voilà, et moi, je connaissais pas tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ces années-là de Yves Klein? J'ai lu un peu sa biographie, mais je pense pas que j'ai lu quoi que ce soit sur l'endroit où il était enterré, ni vu de photos à l'époque. Au début des années 2000, c'était pas tellement développé Internet, mais j'ai vu le bleu Klein, ça c'est vrai. Alors, l'expérience hors du corps que j'ai faite, date-t-elle d'avant ou d'après? Je peux pas le garantir. Je me trouve dans le sud de la France, consciemment, hein, bien conscient que je suis hors du corps, dans un endroit magnifique avec un ciel d'un bleu, le soleil qui resplendit. Je sais que je suis dans le sud de la France. Et le nom qui me vient, c'est Cloue. C-L-O-U-E. Donc après l'expérience, je vois une grille en fer forgé avec une croix. Je la dessine. Je marque la date. Cette feuille, je la retrouve plus. C'est pas par hasard, il faut peut-être pas des preuves trop fortes. Donc je pense que c'est pour ça, je peux pas garantir, mais j'ai le souvenir d'avoir dessiné en fer forgé une forme avec une croix au-dessus et avoir marqué Cloue. Eh bien, j'ai découvert en 2016, je crois que c'est 2016, fin 2016. Bon, peut-être décembre 2016, j'ai découvert la tombe d'Yves Klein. Et derrière cette tombe, tu peux la montrer. On peut la mettre, voilà. C'est exactement ce que j'avais dessiné. Mais vu de l'autre côté, j'ai pas vu de tombe. Je savais pas que j'étais dans un cimetière. J'ai vu juste cette croix, mais vue de l'autre côté, avec le fer forgé. C'est rare qu'il y ait quand même. Une représentation 2D presque. Ouais, et c'est rare qu'il y ait dans un cimetière comme ça une grille de ce type-là. Mais j'aurais l'image, là, ça serait une preuve très très forte. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas. Mais Cloue, il est décédé à la Colle du Loup, qui est dans le sud de la France. Ah oui. Que je connaissais pas du tout. Et je découvre ça fin 2016. Colle du Loup, donc vous voyez, c'est ce que j'appelle mes 3 preuves de 2017. Effectivement, c'est quand même bon. Mais par contre, je sais pas si j'ai fait cette expérience. C'est dans les mêmes années, les années 2000. Est-ce que je pense quand même, ça faut être honnête, que j'ai fait cette expérience après avoir entendu parler que Yves Klein avait suivi l'enseignement rosicrucien. C'est tout à fait possible. Mais par contre, la tombe, je veux dire la croix et puis l'endroit Cloue et Colle du Loup. Oui, voilà. Pour moi, c'est du cadeau. Voilà, je reçois ça comme ça, quoi. Ouais. Alors, j'espère que j'en ai pas trop dit. Bon, pas du tout. Hein.
Je pense que les gens qui continuent à regarder Voilà. sont friands de ces C'est histoires. juste de dire quand même que j'ai vécu, sans vouloir donner de détails parce que ça touche ma famille, une épreuve dure en 2015 et j'ai fait une dépression majeure. Mmh. Ben, ça a été qualifié comme ça, mais j'étais pas suicidaire, mais ma famille ne voyait plus ce qu'elle pouvait faire avec moi et je suis allé à un hôpital et j'ai été conduit à un hôpital où on pratique la méditation de pleine conscience. J'ai eu un très lourd traitement au début, donc j'avais du lithium, ça m'a déglingué la thyroïde. Au bout de 6 mois, j'avais une hypothyroïdie, je tremblais, mais même la psy, elle a compris que je pouvais plus continuer à prendre ces médicaments. Et donc, j'ai arrêté progressivement avec son accord. Et elle m'a dit, bah, écoutez, nous, on peut proposer un stage de méditation de pleine conscience dans notre hôpital. Vous imaginez que j'ai été envoyé juste dans cet hôpital-là. Et donc, j'ai fait le stage de 8 semaines. Et je conseille vraiment maintenant de pratiquer. C'est le scan corporel surtout qui importe. C'est-à-dire, on part, ben, c'est un peu une façon de sortir hors du corps aussi, mais je le fais pas dans ce but-là. Et on se concentre sur son corps en partant des pieds, puis en remontant jusqu'à la tête très lentement, et en prenant conscience de chaque organe, comme on voit des jambes, des pieds, etc. Et depuis quelque temps maintenant, je le fais en plus en remerciant pour ce corps qui m'a été donné déjà depuis 72 ans. Tout d'un coup, je découvre que les pieds, eh bien, c'est tellement important, tous les organes sont tellement importants. J'avais, en 2013, on a diagnostiqué dans mes pieds un problème de connexion nerveuse. J'ai fait des tests et je sentais plus mes pieds, mes orteils. Les pieds, oui, mais les orteils, non. Et depuis que je pratique cette méditation, ben c'est un des, je pensais pas à ça, mais j'ai retrouvé la sensibilité des pieds. Je veux dire qu'on peut, même sans le vouloir, hein, je le faisais pas exprès, on peut obtenir des résultats sur soi-même. Et maintenant, ben, je le fais carrément comme si c'était un scan, c'est-à-dire ça remonte progressivement. Je vois même les deux mains en même temps, etc. Et bon, ça a été vérifié. Mario Beauregard a fait des études sur le fonctionnement du cerveau de religieuses au Canada et avec la pratique de la prière, il y a des choses qui se passent avec la méditation. Des jeunes qui n'ont jamais médité, on les prend avant et après, on fait un scan du cerveau et on s'aperçoit qu'il y a des modifications cérébrales. Et je conseille vraiment, surtout dans cette période tellement difficile, si les gens regardent ça dans les débuts de 2020, là, en avril, mars-avril, c'est des situations tellement difficiles et tellement, il y a une façon de prendre de la distance et même si on n'a pas vécu ce genre d'expérience ni au MDA ou sortir hors du corps, on peut acquérir par la méditation une certaine distanciation et prendre conscience que ce monde n'est pas purement matériel et que progressivement, il faut que la conscience humaine, elle passe dans la 5D, comme on dit. Toute énergie. On nous pose souvent la question aux frères, à moi-même, par rapport à la méditation, mais comment déplacer l'énergie dans le corps. En fait, par rapport au scan corporel, c'est vrai que juste le simple fait de déplacer, de poser la conscience sur un organe en particulier, fait qu'on va emmener l'énergie déjà au niveau de cet organe. Donc, tout simplement, comme tu disais, effectivement, on peut déjà travailler sur soi-même, sur la reconnexion avec nos propres sensations, tout simplement en ayant conscience de nos organes, conscience de notre corps. Et le simple fait de poser cette conscience va permettre par moment de rééquilibrer toute l'énergie dans le corps, quoi. Ce qu'on apprend en méditation de pleine conscience, c'est à prendre de la distance par rapport à ses pensées. Parce que moi, ça a été toujours ce problème, c'est que les pensées qui passaient en moi, si elles n'étaient pas bonnes, eh ben, je me culpabilisais, je voulais les exclure. C'est pas ça qu'il faut faire. On les regarde, on les accepte. Je veux dire, on les aime, hein, il ne s'agit pas de les nourrir. Mais si elles viennent, la peur qui vient en nous, on la regarde et par la respiration, en se centrant sur son plexus, sur la respiration ventrale et calme, pas retenir sa respiration, mais la laisser lentement, eh bien, on voit ces choses-là se dissiper. Et bien sûr, quand il y a une urgence, il faut agir, mais on agit beaucoup mieux si on n'est pas dans la peur et si on est dans l'action ouverte, mais sans cette émotion de peur. Et je dois dire que bon, cette dépression qui était un peu ce qu'on appelle la nuit sombre, la nuit obscure de l'âme, dont parle Saint Jean la nuit noire de l'âme. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est une expérience qui bon,
après coup, on verra même sur le plan collectif que ce qu'on est en train de vivre maintenant aura un sens et que ça nous amènera à un mieux. Collectivement, c'est un peu comme si on vivait l'œuvre noire un petit peu. Puisque je parle un petit peu, ben oui, c'est ça. Hein. Est-ce que je peux terminer juste par parler de l'archevêque de Paris? Oui, bien sûr, vas-y, tu peux. Alors, est-ce que tu peux retrouver où on voit son livre? Je vais peut-être te dire. Oui, La mort et après. Voilà. Michel Aupetit. Oui. Alors, il se trouve que, bon, je vais pas raconter tout mon cheminement, mais je suis passé de l'ésotérisme à l'exotérisme. Je suis à la jonction de différents chemins. J'ai pas toujours été très à l'aise, mais j'ai demandé le baptême à l'âge de 33 ans. Moi, je suis d'origine juive. J'avais pas de religion, mais bon, à partir de l'enseignement rosicrucien, je suis allé vers ce cheminement, besoin de l'Eucharistie, et j'ai vécu ça dans une communauté de Vendée, une petite communauté. On campait à côté. Et puis j'ai découvert là un visage de l'Église, parce que pour moi l'Église c'était l'Inquisition, ceux qui avaient tué mes ancêtres, etc., qui avaient chassé. Mes ancêtres étaient en Espagne, donc ils ont été chassés par les rois catholiques. Et donc tout ça, bon, là, l'Église, il y avait le Christ pour moi, mais l'Église. Et puis finalement, là dans cette petite communauté, j'ai eu un autre visage d'Église et j'ai eu envie d'aller vers vers la religion chrétienne. Et j'ai été baptisé en 83. Et donc là, je jouais depuis les années 75, même avant d'être baptisé, de l'orgue dans cette petite... il y avait des messes en plein air. Et là, en août 2015, le 15 août, j'ai la surprise de voir... C'était mon archevêque, c'était c'était l'évêque du 92 où j'habite. Et je le vois qui fait la messe. Moi, je jouais de l'harmonium dans cette petite communauté là de Bourgenais. Et il a fait un speech extraordinaire en disant aux gens, un sermon, en disant, croyez pas qu'au ciel vous serez avec vos béquilles, vous serez tout à fait autrement, etc. Enfin, il a une foi extraordinaire. Et je suis allé le trouver à la fin parce que j'avais lu son livre La mort et après, dans lequel le premier chapitre est consacré aux EMI. D'accord. Et vraiment, comme il est médecin, il dit que il était médecin jusqu'en 95. Eh bien, c'est une de ses patientes qui avait parlé des EMI et ça l'a ouvert à ce domaine. Et ça a été donc, je suis allé le voir à la fin et je dis mais ce que vous avez dit dans votre sermon me rappelle votre livre. Il dit ah bon, vous avez lu mon livre. Et voilà, et j'ai demandé pourquoi il était dans ce petit village de Vendée. Et bien, il m'a dit c'est parce que il a une personne de sa famille qui se trouve être là. Et voilà. Donc pour finir, si tu peux trouver la dernière... L'extrait du communiqué du Vatican. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est très très important pour ceux... Évidemment, si on n'est pas dans la religion, tout ça, tout ce que je viens de dire là, c'est pas très intéressant. Mais il faut savoir quand même qu'il y a un communiqué du Vatican, donc de 1996, donc qui a été publié par une agence de presse en lien avec le Vatican. Voilà ce qui est dit. À la suite des nouvelles découvertes dans le domaine de la psychologie sur le paranormal, l'Église a décidé de ne plus interdire les expériences de dialogue avec les défunts, à condition qu'elles soient menées avec une sérieuse finalité religieuse et scientifique. Bon, c'est normal qu'ils disent ça à la fin. Et puis c'est plus prudent parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent avec le spiritisme, faire tourner des tables, etc. Et on met le doigt dans un engrenage. Faut être très, très... Moi, je conseillerais vraiment d'être très, très prudent. D'éviter tout ça quand on ne sait pas ce qu'on fait. Et de faire ça avec beaucoup de respect. Le contact, ne pas vouloir trop le provoquer. Et bon, l'accepter quand il vient. Bon, c'est vrai que le docteur Charbonnier, en ce moment, est en train de faire une expérience à grande échelle sur plus de 10 000 personnes. Il a même écrit un livre un peu provoquant, dont le titre est provoquant. J'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Il vient d'écrire ce livre. Mais moi, je lis les témoignages. Les gens vivent des choses très fortes. Oui. D'ailleurs, souvent, ça apparente énormément à des sorties du corps. Dans les témoignages, on trouve énormément de similitudes, hein. Énormément de similitudes quand on entend les états dans lesquels il se trouve. De toute façon, on voit bien qu'il y a un changement au niveau des ondes cérébrales. Et après avoir atteint cet état, ils commencent à percevoir, à ressentir leur corps se déplacer
et les images qui arrivent. Donc effectivement, pour moi, ça Ils ressemble rencontrent, énormément à des ouais, expériences de ils scientifiques. rencontrent des proches, ils ont, même parfois, ils rencontrent quelqu'un qui est pas de leur famille, mais qui est une personne qui est connue par une autre personne qui fait l'expérience de, voilà, ça s'appelle la TCH, TCH, c'est ça, transcommunication, il a appelé transcommunication hypnotique. hypnotique. Mais il dit, j'aurais peut-être pas dû mettre hypnotique parce que ça fait un petit peu peur. Enfin, c'est vrai qu'il pratique l'hypnose en tant que médecin, mais là, l'ordre des médecins lui cherche un petit peu des noises, c'est pas évident pour lui, mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver, là aussi, chacun doit trouver sa longueur d'onde. Hein. C'est pas la panacée. Hein. Faut être très très prudent du discernement. Voilà ce que je conseillerais, surtout du discernement. C'est pas parce que on reçoit quelque chose que c'est la vérité absolue. Par contre, faut respecter ce qu'on reçoit, l'analyser et puis en faire quelque chose. Et voilà. Si j'ai pu mettre une petite goutte d'eau pour aider à briser ce mur du matérialisme, parce que pour moi, il y T'as a bien quelque raison, chose on en a besoin. d'illusoire. On a vraiment besoin de ça, surtout dans cette période Ouais, où ouais. effectivement on se rend compte que tout le schéma lié au matériel, à ce monde de consommation fait que aujourd'hui on va se recentrer un peu sur nous-mêmes, sur l'intérieur. Et c'est vrai que d'apporter cette nouvelle dimension, hein, si on se connecte au cœur, la 4D, Exactement. C'est là la très, 4D, ouais, c'est là. Ouais. Moi, très enrichissant et très. ouais, je pense que on va arriver vers ce post-matérialisme. Hmm. Moi, j'ai été T'as signataire signé, hein, c'est ça ouais, un des rares Français, puisque avec un doctorat, j'ai pu signer ce manifeste post-matérialiste et voilà, il y a comme ça des petites gouttes d'eau qui s'accumulent. Et on est chacun un petit colibri. Il y a mon image, c'est ça. peut-être tu montreras Oui, l'image du la tête colibri. première. Pour Tu joues finir, ta part. ouais, on va peut-être montrer ça à la fin pour voilà. J'ai bien pris conscience que mon témoignage n'est qu'une goutte d'eau transportée par le colibri pour éteindre l'incendie. Et quand on lui dit que cela est inutile, il répond: Je le sais, mais je fais ma part. Effectivement. Merci beaucoup, Roman, de m'avoir invité. C'est la première fois que je vis cette Et merci à expérience. toi. Merci à toi. Voilà. Et puis bon courage pour la suite, bonne réussite, on garde contact. Hein. C'est vraiment mon souhait de tout cœur. Si je peux aider même une seule personne un petit peu à reprendre espoir, eh ben, j'aurais pas perdu mon temps. On ressent bien en tout cas ta lumière. Et je dirais qu'on n'est pas totalement étranger à une situation. On est tous, la mécanique quantique le prouve, on est tous en intrication spirituelle Oui, et on est tous on un. est tous liés. Et au-delà de notre humanité, il y a d'autres humanités, il y a d'autres êtres, d'autres consciences. Et tout est un. Et quand tu dis c'est le cœur, oui, c'est ça. La quatrième dimension, c'est le cœur. Hein. Et, Oui, enfin, oui, c'est voilà. ça. Oui, oui. Merci. Bah, merci, encore merci à toi. Et bah, très bientôt, hein, on reparlera, on trouvera d'autres sujets de conversation très intéressants par rapport à tout ce que tu as partagé. Et on souhaite à tous les abonnés une bonne journée ou une bonne soirée Bon selon l'heure courage, à laquelle vous courage surtout visionnez pour cette ceux qui vidéo. vivent dans cette année 2020. Et puis confiance, confiance Oui, et restons tous dans l'amour dans l'amour inconditionnel. inconditionnel.